remercier vraiment Quantmetry et puis Héloïse, Jérémy qui m'ont proposé de venir aujourd'hui et puis qui ont organisé tout ça. Alors, donc il va y avoir un petit... Euh, donc j'ai proposé en fait de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui permet un peu de changer d'atmosphère, de prendre un peu de recul sur tout un tas de choses qui se passent. Parce que j'ai vraiment le sentiment que quelque part c'est important de savoir un peu d'où viennent les choses sur lesquelles on travaille et de se rendre compte de certaines histoires. Il y a certaines histoires qui peuvent nous apprendre pas mal de choses sur le présent et puis également sur l'avenir. Donc je vais vous parler du sujet des réseaux de neurones et je vais essayer de vous montrer que cette histoire qui a duré depuis pratiquement 70 ans maintenant, en fait permet de se rendre compte un peu comment marche la recherche, comment les gens réagissent face à des choses qui ne marchent pas très bien et comment on peut finalement partir d'une idée auquel beaucoup de gens ont cru, puis ensuite qui est complètement tombée en désuétude et puis qui peut revenir. Donc c'est aussi un message de combativité quand vous avez une idée. Vous allez voir qu'il ne faut pas forcément lâcher tout de suite. Donc il y a un mot-clé qu'on entend assez souvent ces dernières années. C'est tout ce qui concerne les deep networks, deep learning. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mots-là. Oui. Et donc le but de cet exposé, c'est de vous montrer que ces choses-là qui ont l'air toutes nouvelles, toutes magiques, toutes fraîches, en fait, elles étaient déjà dans la tête de certains scientifiques, souvent dans la tête de psychologues, pas du tout dans la tête de mathématiciens ou d'informaticiens, avant même l'arrivée des ordinateurs, et qu'ils avaient imaginé ce qui, aujourd'hui, nous paraît comme la super technologie du moment. Donc, comme je viens de vous le dire, les premières idées fondatrices sur ce qui va devenir les réseaux de neurones aujourd'hui, elles ont été mises sur la scène scientifique dès 1943. D'accord. Donc, même pas, ils n'ont même pas attendu la fin de la guerre pour faire ces choses-là. Et c'est pas forcément anodin, c'est parce qu'il y avait beaucoup de financement, notamment aux États-Unis, sur sur la compréhension du cerveau et des choses comme ça, notamment par la défense. Et puis 2011 et puis jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, on voit apparaître, comme je vous l'ai dit, des systèmes extrêmement performants pour des tâches qui paraissaient jusqu'alors très difficiles, comme la reconnaissance d'images. Donc imaginez, vous demandez à un ordinateur de savoir est-ce que s'il y a un chat sur l'image, est-ce que c'est une table, est-ce que c'est un avion, etc. etc. C'était considéré comme un des sortes de Graal de l'intelligence artificielle, d'avoir une machine qui est capable de faire ça mieux que les humains. Et on a vu ça arriver il y a 2-3 ans. D'accord. Donc il y a eu vraiment, si vous voulez, pendant de nombreuses années, les chercheurs en intelligence artificielle se sont battus sur ce problème. Chaque année, ils progressaient d'un petit pourcent d'amélioration de leur performance. Et puis, avec ces systèmes de deep networks, ils sont parvenus à complètement exploser les scores précédents et donc à publier dans un certain nombre de grandes conférences internationales des résultats qui ont complètement écrasé le domaine. D'accord. Donc il y a eu si vous entendez tellement aujourd'hui parler des deep networks, c'est à cause de quelques articles qui ont été publiés en 2011-2012. Si vous voulez les références, je peux vous les donner après, et qui ont démontré des performances de reconnaissance sur des bases de données d'images bien supérieures à ce qui existait auparavant. D'accord. Donc ensuite, les gens se sont dit, on va essayer d'appliquer ça partout. Donc moi, ce que je vais essayer de discuter ici brièvement, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, et puis ouvrir un peu à la fin sur les 3 petits points pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Donc
les précurseurs de toute cette aventure scientifique, on peut donc remonter jusqu'en 1943. Voici deux photographies de l'époque de gens qui n'ont pas l'air du tout d'aller ensemble. Et pourtant, ils ont collaboré ensemble et en fait, ils sont partis de l'idée qu'ils voulaient essayer de construire un petit modèle mathématique de l'activité d'un neurone biologique. Donc leur but, c'était de comprendre le fonctionnement du cerveau, de comprendre le fonctionnement des neurones. Et ils sont arrivés avec un modèle très simple, d'accord, qui est beaucoup plus simple que tout ce que les gens utilisent en neurosciences aujourd'hui, et puis même depuis plus de 50 ans, pour modéliser les neurones. Et ça montre à quel point parfois proposer quelque chose de très simple peut avoir plus d'impact, même si c'est moins réaliste du point de vue scientifique, que d'aller chercher une modélisation très fine d'un phénomène. On peut arriver finalement à avoir plus d'impact sur la science avec une idée très simple qu'avec des modèles très compliqués. À la fin des années 40, un autre précurseur, Donald Hebb, lui aussi il était intéressé par la psychologie, mais plus sur la notion d'apprentissage. Et donc c'est lui un des premiers qui a proposé cette idée qu'on pouvait apprendre dans le cerveau en modifiant la façon dont nos synapses sont connectées. Donc normalement, si tout se passe bien, entre avant la présentation et après la présentation, une partie de vos synapses aura été modifiée. D'accord ? Ça voudra dire que vous aurez appris quelque chose. Cette personne-là, c'était une des personnes qui a dit, voilà, la mémoire, l'apprentissage, c'est dans la connectivité, c'est dans la manière dont les choses se connectent. D'accord ? Et ça, c'est très important parce que ça va à l'opposé de la vision standard qui a dominé le développement des ordinateurs dans les années 50, qui était la vision de séparer la mémoire de la capacité de calcul. D'accord ? Le microprocesseur et la mémoire. Alors que les gens qui travaillaient sur l'intelligence artificielle pour comprendre le fonctionnement du cerveau, ils avaient une vision beaucoup plus intégrée. Ils cherchaient à construire un système qui soit à la fois capable de faire des opérations logiques et en même temps de pouvoir gérer sa propre mémoire, le tout de manière parallèle, sans avoir des systèmes distincts. Et donc ils sont arrivés, on va dire ces trois-là, plus la personne dont je vais vous parler après, qui a réussi à mettre toutes ces idées en place, et qui est la personne la plus importante de cette présentation, à construire ce qui s'appelle le perceptron. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est le réseau de neurones le plus simple qu'on peut imaginer, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul neurone, d'accord ? Le neurone, il est constitué d'une somme et d'une fonction non linéaire. Et disons que vous avez des poids que vous pouvez apprendre suivant certaines règles d'apprentissage, donc en suivant un peu l'idée de Hebb, d'accord, de modifier la connectivité pour réussir à apprendre. Et donc c'est essentiellement Frank Rosenblatt ici qui a mis en place ce système. Et il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur comme maintenant, d'accord ? Il y avait quelques calculateurs dans les grosses universités américaines. Et donc il a réussi à implémenter cette machine mathématique qui est censée représenter un neurone sur les espèces d'ordinateurs de l'époque. Okay, donc c'était des performances techniques de maîtrise. Imaginez, pour débugger un programme, il fallait tout recommencer à zéro, ça prenait 2 semaines d'avoir le résultat, etc. Donc c'est vraiment des prouesses. Et ce qu'ils ont fait, ces trois-là, c'est qu'ils ont réussi à faire marcher ce truc-là en pratique et à apprendre sur des exemples concrets, d'accord, pour prédire, pour classifier déjà des images ou des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens sont devenus complètement fous. Okay, c'est-à-dire qu'ils ont cru que c'était une machine magique qui allait... donc on s'imagine se remettre un peu dans le passé, imaginer les vieux films de science-fiction avec les robots, les systèmes d'intelligence artificielle. On était à une époque où les gens se sont dit, mais avec ces gens-là, on va pouvoir faire les robots du futur, d'accord ? On va pouvoir faire des systèmes intelligents. Et donc, par exemple, donc, ils étaient financés par le Office of Naval Research qui devait faire des conférences de presse pour dire, regardez ce qu'on finance, c'est super. Donc, ils disaient des choses, par exemple, dans le New York Times. Un exemple d'article. The Navy revealed the embryo of an electronic computer today that it expects to be able to walk,
talk, see, write, reproduce itself and be conscious of its existence. Later perceptron, donc les perceptrons qui apparaîtront plus tard, will be able to recognize people and call out their names and instantly translate speech in one language to speech in another and writing in another language. It was predicted. Okay? Donc à l'époque, ils se sont complètement emballés sur le truc. D'accord. Un peu comme ce qui se passe peut-être maintenant avec les big data, je sais pas. Et donc tout le monde s'est dit ce truc-là, ça va tout révolutionner. Et en fait, il s'est trouvé que ça en a énervé certains. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne croyait pas à ces trucs-là. En particulier, il y avait vraiment une guerre entre deux écoles d'intelligence artificielle, celle des réseaux de neurones et celle de ce qui s'appelle l'intelligence artificielle symbolique. Donc l'intelligence artificielle symbolique, eux, ils s'intéressent à modéliser les processus cognitifs de pensée. C'est-à-dire ils se mettent au niveau du langage, de la pensée, de manipuler ces objets-là. Alors que les gens de l'intelligence artificielle type réseau de neurones, ils essayent de construire des systèmes massivement parallèles qui, comme par magie, sont capables d'apprendre et de produire des pensées. Et donc ça a donné lieu en fait à une grosse controverse à la fin des années 60 et au courant des années 60 avec ces gens qui s'appellent Marvin Minsky et Seymour Papert, qui étaient des chercheurs en intelligence artificielle du courant symbolique au MIT, qui sont des gens ultra brillants. Marvin Minsky, il a fait des choses géniales dans plein de domaines. Et ce qu'ils ont dit, c'est écoutez, votre perceptron, c'est sympa, mais il n'est même pas capable de résoudre un problème très simple. Ils ont trouvé un problème très simple qui était complètement hors de portée du perceptron. D'accord ? Et ce qu'ils ont dit, c'est comme le perceptron ne pourra jamais résoudre ce problème très simple, ils l'ont démontré mathématiquement. Ils ont dit du coup, écoutez les gars, ça sert à rien de continuer là-dedans, c'est voué à l'échec. Okay. Et donc ils ont publié ça et tout le monde s'est dit oh là là, ils ont raison, c'est grave et tout. Donc ils ont arrêté tous les financements sur cette recherche-là. Et donc eux, ces deux-là, ils se marraient bien parce qu'ils ont récupéré tous les financements qui n'allaient pas à leurs concurrents. Okay. Et en fait, quand on regarde bien la preuve mathématique qu'ils donnent, elle dit oui, le perceptron, il n'est pas capable de faire ça dans certaines conditions mathématiques, etc. Mais ça n'empêche pas que des perceptrons modifiés, qui ont plusieurs couches, d'où les deep networks, ne seraient pas capables un jour de combler ces lacunes-là et de résoudre le problème soi-disant très simple dont on parle. Et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que et d'ailleurs Rosenblatt et ses collègues, ils en étaient conscients, ils le disaient, ils disaient notre perceptron actuellement, il n'est pas capable de faire ça, on en est conscient, mais si on arrive à mettre plusieurs couches, si on arrive à le rendre plus complexe, ça va marcher, on va y arriver. Simplement, ils n'arrivaient pas à trouver une manière de faire l'apprentissage des poids, et ça, c'est venu un peu plus tard. Et en fait, c'est venu même beaucoup plus tard, on pourrait dire, parce que c'est venu à la fin des années 70, début des années 80. Et en fait, pourquoi c'est venu si tard ? À cause de cette controverse qui a un peu décimé les équipes de recherche qui travaillaient là-dessus. Donc ça a eu un impact négatif, mais comme l'idée était belle et qu'elle a marché, au final, l'idée est revenue. Et donc il y a ces chercheurs-là, donc Paul Verbos à la fin des années 70, David Rummelard qui est lui aussi dans un département de psychologie aux États-Unis, et puis Geoffrey Hinton qui est une des grandes stars actuelles du machine learning et des deep networks. Donc fin des années 70, début des années 80, ils ont réussi à faire enfin marcher le réseau de neurones avec plusieurs couches. Et avec ce système-là, ils ont été capables donc, de mettre fin à la controverse et de montrer que le problème très simple d'opération logique qui n'était pas capable d'être résolu avec le perceptron tout simple pouvait enfin être résolu. D'accord ? Et donc en faisant ça, ils ont ouvert la voie, ils ont complètement cloué le bec finalement à ceux qui leur avaient privé de financement, et ils ont ouvert la voie à beaucoup de recherches dans les années 80-90 là-dessus, et qui ont eu énormément d'applications. D'accord, que ce soit reconnaissance de la parole, des images, etc. Mais disons que les performances qui étaient obtenues par ces systèmes-là étaient quand même limitées par la capacité hardware. D'accord ? Parce qu'en fait, ce qu'il fallait pour les faire marcher au stade où ça marche aujourd'hui, c'est des super ordinateurs
ce qu'on a aujourd'hui, et en particulier la révolution des GPU. Donc vous êtes peut-être au courant de ça, mais tout bon data scientist qui travaille sur des réseaux de neurones se fournit en ordinateur portable chez les gamers. D'accord ? Vous allez sur les sites de gaming, vous cherchez le super ordinateur pour jouer à vos jeux vidéo favoris, et ben ce sera le meilleur pour faire tourner des réseaux de neurones. Pourquoi ? Parce qu'il a à l'intérieur une carte graphique de type GPU qui permet de faire des opérations matricielles, multiplier deux matrices de taille 30 000 par 30 000, et ben ça se fait 100 fois plus rapidement sur ce type de carte graphique parce qu'il y a plein de nœuds en parallèle. Et le produit matriciel, ça se parallèle très bien. Et donc, on peut maintenant commencer à avoir des architectures de réseaux de neurones avec 7, 8, 10 couches, des couches de milliers et de milliers de neurones sur des problèmes très compliqués de reconnaissance d'image et les faire tourner enfin sur des ordinateurs. D'accord ? Et essentiellement, c'est les mêmes idées qui avaient commencé à germer dans la tête de Rosenblatt et de ses collaborateurs. Ils n'ont pas réussi à le faire marcher dans les années 60. C'est revenu en force dans les années 80. Il n'y avait pas suffisamment de capacité de calcul. Et maintenant, on est capable de les faire marcher. Donc il a vraiment fallu un acharnement de toute une communauté de chercheurs qui ont cru en fait, à cette technologie, qui se sont pas laissés raconter d'histoires par ceux qui leur ont dit ça marcherait jamais. Donc c'est aussi un message de ténacité de certains scientifiques. Okay, et donc finalement de dire ce scientifique il sert à rien parce qu'il s'acharne sur un truc qui marche pas, c'est pas forcément le bon raisonnement à avoir dans la société d'aujourd'hui. Exemple sur ce genre de choses-là. Alors, donc maintenant on en est là aujourd'hui. Ça marche très bien sur les images, ça marche très bien sur les sons. Est-ce que ça peut marcher sur n'importe quel problème ? Est-ce que c'est vraiment un outil universel ? La question est encore posée. Et à mon avis, ce qui va permettre à ces choses-là de vraiment atteindre leur maturité, c'est pas forcément de le faire tourner des réseaux encore plus grands, ou etc. C'est de comprendre mathématiquement pourquoi ça marche. Aujourd'hui, on est à un stade où c'est un domaine d'ingénieurs, d'accord ? Donc même dans les équipes de recherche, ils ont tout un tas de jeunes, de post-doc, de thésards, etc. Ils essayent tout un tas de paramétrages, de structures, un peu à la main, et ils finissent par trouver un truc qui marche. Bon, bien sûr, ils ont des bonnes intuitions, mais c'est vraiment un domaine où les grandes avancées ne se font pas en se disant « Ah, j'ai compris le théorème qui est derrière, je vais faire ça, hop, ça marche ». On n'en est pas du tout là. Et mon opinion, c'est que lorsque les mathématiques associées à ce type d'objets seront bien établies, on pourra comprendre comment ça marche et comprendre comment les optimiser encore plus. D'accord ? Et comprendre l'essentiel de ce qui fait que ça marche, peut-être pour les simplifier aussi. Donc ça, c'est vraiment, moi je dirais, dans ce que je fais au quotidien, c'est mon axe de recherche, c'est établir la théorie qu'il y a derrière. Après, il y a d'autres gens et qui récupèrent énormément de financement. Aux États-Unis, vous avez le Brain Initiative avec un financement de 3 milliards de dollars, plus des financements de la DARPA en collaboration avec IBM qui travaille sur les projets dont je vais parler maintenant. Et en Europe, il y a Human Brain Project, 1 milliard d'euros de la Commission européenne sur neurosciences et implémentation hardware de systèmes d'intelligence artificielle. Et leur but, c'est de prendre les systèmes là dont je vous ai parlé, qui sont codés en C, en C++, qui tournent sur des GPU, de faire des puces. Donc ils appellent ça des neurochips, okay, ou neuromorphic computing. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est des nouveaux microprocesseurs qui ne sont pas du tout construits sur l'architecture classique héritée des architectures à la von Neumann, mais qui sont vraiment pensés en termes de réseau de neurones. Et l'idée, c'est que ça doit être des circuits intégrés qui ont la capacité d'être adaptables, adaptatifs, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut que les résistances, les transistors puissent changer leur force, entre guillemets, en fonction de la tâche, en fonction des exemples d'entrée-sortie qu'on leur donne, pour que la puce devienne elle-même intelligente, capable de reconnaître ce qu'on lui a appris au quotidien. D'accord ? Donc ça devient des puces évolutives. Et on peut se dire que ce genre de choses-là, combiné avec, disons, un développement de la théorie mathématique, ça peut conduire
demain à une nouvelle révolution de l'informatique. D'accord ? Ça va bien au-delà du machine learning, ça va bien au-delà du big data. C'est-à-dire que, quelque part, on revient sur le débat qui avait lieu dans les années 50. Comment on fait un ordinateur ? Von Neumann d'un côté qui disait la mémoire, le CPU, etc. Les gens un peu plus du côté département de psychologie qui disaient on va essayer d'imiter le cerveau. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'architecture ordinateur et on écrit du code pour simuler une architecture cerveau. Mais in fine, l'objectif à terme, ce serait de réaliser un peu le rêve de ces précurseurs et d'arriver à un nouveau type d'ordinateur qui serait basé sur ces principes-là, directement au niveau hardware. Voilà. Donc ça clôture un peu cette histoire qui vous montre, à mon avis, comment on peut partir d'une bonne idée, se faire détruire, mais ensuite revenir, d'accord, et finalement peut-être avoir eu la bonne idée au départ, même si beaucoup de gens n'y ont pas cru pendant un moment. Et ça montre aussi tout l'effet l'effet négatif que peut avoir une surmédiatisation d'un certain sujet, hein, parce que ça peut, disons, donner l'impression à certains que ce sujet, c'est juste de la mode et qu'il n'y a pas forcément grand-chose derrière. Et donc, ça peut faire en sorte que certaines personnes s'en détournent. Et par exemple, dans la revue I3E Spectrum, il y a une interview qui est sortie il y a un mois de Michael Jordan, qui est un des grands profs de machine learning à Berkeley. Et lui, il dit tout cet emballement autour des deep networks, c'est de la croyance. Okay. C'est faith. Ça veut dire on est encore dans cet espoir que imiter le cerveau, ça va marcher. Mais il ne faut pas que ça nous détourne aussi de faire des choses qui n'ont pas forcément à voir. Il y a des super algorithmes qui peuvent être trouvés, qui n'ont rien à voir avec ça. Donc lui, il est un peu en train de rejouer la controverse en disant qu'il ne faut pas mettre trop de financement là-dessus parce que ça lui enlève des financements pour lui. Donc juste, je vais profiter de cette petite plateforme pour faire un petite annonce du genre de choses qu'on essaie de faire au niveau enseignement à l'ENS. Donc il y a un Master 2 qui s'appelle MVA, Math Vision Apprentissage, qui est cohabilité par l'ENS Cachan et qui est spécialisé dans Machine Learning avec, disons, un fort accent sur les maths. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en contact des startups avec les étudiants pour leur proposer des mini-challenges de machine learning, un peu à la Kaggle. Donc vous pouvez aller voir sur le site si jamais vous êtes étudiant, que vous avez envie de participer, de vous faire connaître auprès des startups. Tous les vendredis à 11h30 à l'ENS, il y a des startups qui viennent présenter des projets. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention.